Mettre dans le même sac ceux qui étaient congolais parce qu'ils étaient là avant 1885 et on voulait rajouter tous les réfugiés qui étaient venus suite aux incidents qui avaient eu lieu au Burundi ou au Rwanda en 59, 62 et même après en 73. Bon, le malaise c'était quoi? C'était un truc du HCR, de l'ONU, pour ne jamais respecter ses engagements. Quand l'ONU accueille des réfugiés, il a toujours l'engagement de les rapatrier, si la situation se calme dans leur pays. Mais en Afrique, l'ONU, le HCR ne respecte jamais leurs engagements. Ils disent toujours, donner la nationalité à tout le monde, comme ça va résoudre le problème. Mais ça n'a rien résolu. Pourquoi? Aux élections législatives en 1977, on a vu des Rwandais, Tutsis, qui venaient par camion. Et on connaît la situation de notre pays. Ils arrivaient dans une zone, on donnait un peu de matabiche au commissaire de zone, ils avaient une carte d'identité. Alors, les autres Zaïrois qui n'avaient pas cette possibilité-là de faire venir leurs frères par camion, c'est ça, ils ont dit au président, vous vous êtes trompé en 72. C'est pourquoi en 81, le président est revenu en arrière. Bon, évidemment, il y avait le conseil législatif. Il a dit, vous êtes présumé avoir la nationalité zaïroise, mais vous devez prouver individuellement par autre chose que la carte d'identité. Et là, les Banyamulenge, qu'on appelle Banyamulenge, c'est des Tutsis. Comme il y en avait pour la plupart qui étaient rwandais, ils ont eu du mal à prouver par autre chose qu'une carte d'identité. Et dans les collines, ça a commencé à poser problème. Parce que quand on a un vieux qui a 65 ans dans une brousse, il sait vous dire qui est qui dans le village. Et là, les Tutsis n'ont pas accepté. Les problèmes ont commencé par là. Ils ont commencé à dire, voilà, si c'est comme ça, puisqu'on y est, donnez-nous notre territoire. Ils ont rejoint les préoccupations des Tutsis qui étaient au Rwanda, qui disaient, de toute façon, une partie du Nord Kivu, une partie du Sud Kivu nous appartiennent depuis longtemps. Vous voyez? Donc, il y a eu un enchaînement de plusieurs problèmes. Quand le président est tombé malade en 96, évidemment, le prétexte était tout donné de dire, voilà, ah, au secours, je suis tué. Ils ont fait la guerre. Mais en fait, ils préparaient la guerre depuis longtemps. Puisqu'il y en a beaucoup qui ne pouvaient pas prouver la nationalité par autre chose qu'une carte d'identité. Et c'était là qu'ils étaient coincés. Parce qu'ils faisaient des messes en Kinyarwanda, ils vivaient, ils achetaient des terrains. Ça ne posait pas problème. On leur disait, vous venez d'ailleurs. Prouvez-nous que vous êtes zaïrois autrement que par la carte d'identité. Il y avait des gens qui arrivaient à prouver, qui disaient, ma grand-mère était ici, elle a parcouru je ne sais pas combien de kilomètres pour s'installer dans ce village. Mon oncle, il a fait ça. Mais il y en a eu beaucoup qui ne sont pas parvenus à prouver. Et c'est comme ça qu'ils sont entrés en conflit avec d'autres. Après 77, les élections législatives, aux élections législatives en 84, le problème est devenu plus grave. Puisque là, les autres tribus ont dit, pour que quelqu'un ait une carte électorale, il doit apporter ces preuves-là de nationalité. Ça fait qu'il y a eu beaucoup de Tutsis qui ont été frustrés, qui ont été écartés. Et alors, bon, comme ils se préparaient depuis longtemps, avec les problèmes du Rwanda, du Burundi, ils se sont prêtés main forte, ils ont attaqué. Il faut distinguer les deux phénomènes, les problèmes agraires et la conférence de Berlin. À la conférence de Berlin 1, les puissances coloniales se sont partagées l'Afrique. On a attribué le Congo belge au roi Léopold et bon, le Rwanda, Burundi et tout ça à d'autres. Mais il y a dans le moniteur belge de 1910 ou bien 1912, je me souviens plus exactement de la date, la carte du Congo va jusqu'à Kigali. Donc si on veut faire Berlin 2, nous les Congolais, nous serons gagnants. Ça, moi, Berlin 2, ça ne me dérange pas. Parce que quand on revoit la carte, en 1912, le Congo, 1910 je crois, le Congo va jusqu'à Kigali. Alors, s'ils nous posent le terme, je ne sais pas comment eux ils interprètent la carte, s'ils nous posent le problème de Berlin 2, on peut y aller. Le problème des terres est légèrement différent. En fait, eux ils prétendent qu'ils sont pasteurs et que donc ils ont besoin de grandes terres pour faire paître leurs vaches et leurs chèvres. Mais ils ignorent que parmi nos tribus, il y a aussi des tribus pastorales. Donc, eux, ils viennent
Soi-disant, ils achètent 1 mètre de terrain, 2 mètres, 3 mètres. Et quand ils ont acheté, ils croient qu'ils deviennent propriétaires à vie et ils veulent expulser les villageois qui vivent sur ces terres-là. Or, dans nos coutumes, à nous, Bantous, la terre appartient aux chefs coutumiers. Alors eux, ils ont besoin de tuer nos chefs coutumiers, de chasser nos villageois pour occuper ces terres. C'est pour ça, donc, Berlin 2 et le problème des terres est différent. En 1997, au mois d'avril, j'ai été obligé de quitter le Rwanda. À l'époque, j'étais député à l'Assemblée nationale de transition pour le Parti socialiste rwandais. Mais quelques mois avant, j'ai eu l'occasion, c'est peut-être une chance, d'assister à une séance au cours de laquelle l'ancien président de la République, Pasteur Bizimungu, est venu nous expliquer les raisons pour lesquelles l'armée rwandaise était au Congo, au Zaïre à l'époque. Il a amené avec lui une carte et il nous a expliqué dans une séance qui était à huis clos jusqu'à quel niveau le Rwanda précolonial pouvait être délimité. Et donc il a montré qu'une partie du territoire du Congo actuel, d'après lui, revenait au Rwanda. Il a même parlé plus tard, à la presse, de la nécessité d'une seconde conférence de Berlin. Ce ne sont pas des fictions, ce sont des déclarations politiques actées. Deuxième chose, en 1998, j'ai eu l'occasion de discuter avec des diplomates ici à Bruxelles et des académiciens, des universitaires belges. Des deux types de discussions que j'ai pu avoir, il y a au moins un académicien, un universitaire belge qui a parlé de la nécessité de l'établissement d'un État tampon entre le Rwanda et le Congo, comme solution, d'une part, à l'instabilité du Kivu, et d'autre part, à l'instabilité du Rwanda. L'État tampon doit servir à absorber le trop-plein de population rwandaise qui ne peut pas trouver de la place au Rwanda. C'est un projet qui existait depuis avant la colonisation. Ce n'est pas une fiction. Il y a eu un mouvement, un organisme précolonial qui a été, colonial, qui a été mis en place par la tutelle belge pour transférer de façon organisée des populations du Rwanda vers le Congo. Donc c'est une chose qui est là, qui existe. Récemment, et c'est le dernier mot que je vais dire, un diplomate belge a parlé, je ne vais pas dire son nom, je suis désolé, je ne peux pas révéler quel est son nom, a parlé de façon univoque, donc sans équivoque, de la nécessité pour l'opposition rwandaise d'envisager le fait de prendre parti, de prendre part à un projet de création d'un État tampon. Donc ce qui veut dire, ce sont des choses réelles, ce ne sont pas des fictions. Maintenant, il se peut que ces projets échouent, il se peut que ça n'aboutisse pas. Ce ne serait pas la première fois que ces projets de balkanisation de l'Afrique échouent. Et honnêtement, les FDU sont totalement défavorables à ce type de projet, et ici, je les dénonce avec force. Nous avons été invités en Allemagne par une église allemande, et lors de cette rencontre, il se trouvait là-bas des responsables politiques allemands qui nous ont demandé ceci, qui nous ont dit ceci. J'ai écrit ceci, ce que je vous dis, je l'ai même déjà écrit dans un livre, c'est vous dire que j'assume parfaitement ça. Ils nous ont dit que si nous, société civile du Sud Kivu, étions prêts à aller jouer auprès de notre population ce rôle-ci, d'expliquer que si nous acceptons que le Kivu soit rattaché au Rwanda, l'Allemagne et l'Europe sont prêts à faire un plan Marshall pour le Kivu. Ce n'est pas de la fiction, monsieur. C'est vrai que peut-être que de nouveau, comme on l'a dit tout à l'heure au niveau géopolitique, les Rwandais ne sont pas forcément à la base de ça. Mais ceux qui tirent les ficelles, ils veulent ça. Quand on parle de Nkunda, aujourd'hui, Nkunda dit qu'il a 350 000 réfugiés qu'il doit réinstaller où? Là où il a déjà évacué plus d'1 million de personnes, 1 million de déplacés qu'il y a au Kivu aujourd'hui. Vous le savez très bien. Les conditions de la kosovisation avancent petit à petit. Et ça échappe à la population, aux Tutsis, aux Bashi, aux Hutus, aux Banande, etc. J'en termine avec la question de la gouvernance. Si vous voulez qu'on parle de la gouvernance, cher monsieur du CNDP, on peut être d'accord peut-être sur le fait qu'à Kinshasa, la bonne gouvernance n'y est pas. Mais est-ce que ça vous donne le droit de prendre les armes? Est-ce que ça vous a donné le droit de ne pas participer au processus électoral? Non, parce que vous avez un plan qui est bien déterminé. Ceux qui nous présentent la guerre au Congo comme une guerre ethnique
se servent souvent du problème créé de toutes pièces de la nationalité congolaise, des Rwandais dits Banyamulenge, ou autres désignés sous différents vocables. Tantôt on dit Tutsi congolais, tantôt on dit congolais rwandophone, tantôt on dit congolais rwandomorphe. Tout ça, c'est de la manipulation pour justifier, disons, pour justifier une guerre économique, et les transformer en guerre ethnique. Dans chaque pays du monde, la nationalité est régie par la loi, et lorsque les nationaux d'un pays s'en tiennent à leur constitution pour évaluer l'appartenance de quelqu'un à la communauté nationale, on ne peut pas les qualifier de xénophobes. Or, chez nous, les Congolais, chaque fois qu'on parle de la nationalité congolaise, on parle de nos lois, on nous qualifie de xénophobes. Si vous dites à un Américain, Arnold Schwarzenegger ne peut pas devenir président des États-Unis parce qu'il est né en Autriche, mais il peut être gouverneur de la Californie, ça passe. Mais lorsque vous dites que M. X, qui est né dans tel pays, qui n'a jamais acquis régulièrement la nationalité congolaise, ne peut pas, par exemple, devenir dirigeant au Congo, automatiquement vous êtes xénophobe. Cela m'a donné l'idée de savoir qu'en est-il des lois qui régissent la nationalité depuis l'époque de l'État indépendant du Congo, depuis 1885, jusqu'aujourd'hui, et que disent ces lois pour savoir qui est congolais, qui ne l'est pas. Vu que le temps presse, je vais faire vraiment court. Vous savez, à l'époque, disons avant la conférence de Berlin, il n'y avait pas l'État congolais comme on le conçoit aujourd'hui. Il y avait plusieurs tribus, et le roi Léopold II a acquis ces territoires. Disons, si vous allez au musée des Cervillens dont on a parlé, il a fait signer des traités avec différents chefs coutumiers, plusieurs traités, et mis côte à côte. Quand on prend plusieurs traités, ça fait l'actuelle République démocratique du Congo. Donc ce n'était pas un territoire uniforme, c'était des petits traités mis bout à bout et qui ont formé avec des chefs coutumiers qui, à la fin, nous ont donné la République démocratique du Congo comme on l'a actuellement. Donc à cette époque, on ne pouvait pas encore parler de la nationalité congolaise. Alors, en 1885, lorsque se tient la conférence de Berlin, depuis 1885, lorsque le pays se constitue, jusqu'en 1908, c'est ce qu'on a appelé tout à l'heure la période de l'État indépendant du Congo. Alors, pendant cette période, il y avait une loi qui régissait la nationalité congolaise sur cette superficie, qu'on appelait l'État indépendant du Congo. Donc, c'est la loi du 17 décembre 1892. Son article premier stipulait que la nationalité congolaise s'acquiert par la naissance sur le territoire de l'État des parents congolais par la naturalisation, par la présomption de la loi et par l'option. C'est-à-dire que cette loi pose clairement les droits du sol. Donc à l'époque, ce n'était pas les droits du sol, mais c'était les droits du sol. Donc, il est clair que, n'étant pas né au Congo à l'époque, parce qu'à l'époque, on ne pouvait pas déjà parler de l'immigration des Banyarwanda, c'est-à-dire ceux qui étaient originaires du Rwanda, et des Urundi, ceux qui étaient originaires du Burundi, au Congo. Donc, on ne pouvait pas dire qu'à cette époque, il y a eu une quelconque loi qui leur attribuait la nationalité congolaise. Les arguments qu'ils ont donnés, en disant que, bon, voilà, dans le passé, les rois du Rwanda ont occupé le Congo, c'est des arguments, c'est des contre-vérités. Puisque le Rwanda actuel a été créé vers le XVIIe siècle. Vers le XVIIe siècle. Et il y avait des moines, il y en avait plusieurs qui étaient là, et qui n'ont jamais été au Congo. Ils n'ont jamais colonisé le Congo, ils n'ont jamais traversé le Congo. Sinon, déjà à l'époque, on aurait des traces. Lorsqu'on a signé les accords pour constituer l'État indépendant du Congo, on aurait des traces que des rois d'origine Banyarwanda ont signé des accords avec le roi des Belges. C'est facile, hein, vous allez au musée de Théophile, vous consultez tout ce qu'il y a comme traité. C'était signé avec des l'encre de sang. Hein. Souvent, on se faisait une plaie et on signait dessus. Vous ne verrez aucun traité émanant d'un quelconque roi rwandais, comme on disait Mwami, de ces pays-là, qui disait que les Congolais étaient au Congo. Donc, la première loi, c'est celle-là, 17 décembre 1892. Maintenant, nous passons à l'époque de la période coloniale. Donc, de 1808 à 1960. Lorsque la Belgique a été, disons, l'État indépendant du Congo a été cédé, entre guillemets, à la Belgique.
Alors, dans cette époque, il faut que nous puissions parler un peu dans quel environnement nous évoluons. Il y a une très grande immigration rwandaise et burundaise au Congo, grâce à ce qu'on a appelé à l'époque le MIB, c'est-à-dire la mission d'immigration des Banyarwanda. Alors, la Belgique hérite en 1918 du Rwanda et du Burundi grâce à un mandat de la Société des Nations qui est l'ancêtre des Nations Unies. Donc, lorsque la Belgique hérite de ces territoires, déjà, comme c'est fait par mandat, il était interdit d'octroyer la nationalité congolaise aux Rwandais ou aux Burundais, sauf si quelqu'un le demandait de façon individuelle. Parce que le mandat n'autorisait pas à la Belgique d'assimiler la population du Rwanda-Burundi à sa propre population autochtone de la colonie congolaise. C'est ainsi que vous allez remarquer dans tous les livres, on parle du Rwanda, la colonie Congo-Belge et Rwanda-Urundi. Jamais on dit Congo, Rwanda-Urundi belge, puisque le Rwanda et le Burundi n'étaient pas belges, ils étaient des colonies allemandes, comme la Namibie, le Togo, le Cameroun, qui ont été cédés par le même processus. Donc, ces deux pays n'ont jamais fait partie du Congo, mais il y avait une forte immigration. Alors, cette immigration-là a fait qu'il y a eu une... Les Belges n'ont pas, disons, légiféré pendant cette période par rapport à cette immigration. Ce n'était que des immigrés, et pour la plupart, entre guillemets, sans papier. Parce qu'à cette époque, on avait besoin d'une main-d'œuvre. La région de l'Est est très riche sur le plan agricole, et ayant déjà commis un génocide entre 10 et 15 millions de personnes, on avait besoin de main-d'œuvre. Mais on ne leur avait jamais donné de nationalité, on ne leur avait jamais donné de papier. Maintenant, nous passons pendant la période allant de 1960, le 30 juin, l'indépendance, jusqu'à 1965. Donc c'est la première République. Alors, pour ce qui est de la première République, de 60 à 65, la constitution qu'on avait à cette époque, c'est cette constitution qu'on appelle la constitution de Luluabo, et qui avait institué un régime politique assez compliqué. C'est le régime d'assemblée. Et quand je pense à cette constitution qui a été rédigée, oui, par des Congolais, mais avec une très forte inspiration extérieure et qui nous a posé problème après, ça me rappelle la constitution de Liège qu'on a eu il n'y a pas longtemps. On a des juristes au Congo, des constitutionnalistes, mais on a fait rédiger une constitution en Belgique et qui a laissé beaucoup de points en suspens et qui nous crée des problèmes. Donc ça, c'était juste une parenthèse. Alors, la constitution de Luluabo de 1964 stipule est congolais. Au terme de l'article 6 de cette constitution, à la date du 30 juin 1960, toute personne dont un des ascendants est ou a été membre d'une des tribus établies sur le territoire de la République démocratique du Congo dans ses limites du 18 octobre 1908 et telles que modifiées par les conventions ultérieures. Voilà, ça, c'est un peu plus clair. Parmi les tribus, vous consultez tout ce que vous voulez comme sociologue, anthropologue. Parmi les tribus établies sur ce territoire de la République démocratique du Congo, il n'y a pas une tribu Banyarwanda ou Urundi. Il n'y en a pas. Aucun sociologue sérieux, à commencer par les Belges, ne vous prouvera qu'il y a ces tribus-là. Donc, ils n'ont jamais été là. Donc, si vous regardez les décrets de 1892, vous regardez cet article 6 de la Constitution de 1964, vous verrez que c'est clair que les Rwandais ne peuvent pas revendiquer par la loi la nationalité congolaise. Le 24 novembre 1965, Mobutu accède au pouvoir. Donc, on commence avec la constitution que Mobutu a mise en place. Et pendant la période mobutusienne, il y a eu plusieurs lois qui ont été mises en place par rapport à la nationalité, puisqu'il y avait des revendications. Alors, parmi ces lois, nous avons la loi du l'ordonnance loi du 26 mars 1971, qui portait le numéro 71020, qui stipulait clairement que les personnes originaires du Rwanda-Urundi établies au Congo à la date du 30 juin 1960
sont réputés avoir la nationalité zaïroise à la date susdite. Bonne nouvelle pour le Rwanda. Voilà. Sauf que, en 1972, une loi, parce que ça posait problème, les personnes originaires du Rwanda établies au Congo. Selon moi, en tout cas, quelqu'un qui est arrivé au Congo le 30 juin, jeudi, le 30 juin 1960, peut revendiquer la nationalité zaïroise. Il arrive le même jour, il revendique la nationalité. Donc en 1972, il y a eu la loi numéro 72-002 qui fut promulguée le 5 janvier 1972. À son article 47, elle énonçait que l'ordonnance loi numéro 71-020 du 26 mars 1971 est nulle et non avenue. Toutes les dispositions législatives antérieures contraires à la présente loi sont annulées. Donc du coup, l'ordonnance loi numéro 71-020 est abrogée. Mais au premier article, alinéa D, cette loi, donc la loi 0072, qui a été, disons, rédigée de manière assez cavalière, on ne connaît pas encore la vérité sur cette loi. Peut-être que M. Moube va nous éclairer. Mobutu avait un conseiller qui s'appelait Bisenyimana Roema. C'était un directeur des cabinets. C'était un Rwandais. Et son fils actuel, c'est l'inspecteur général de la police à Kinshasa. Donc toute la répression que l'on vit à Kinshasa aujourd'hui, en quelque sorte, c'est lui qui coordonne. Et il y a eu plusieurs hypothèses, on va peut-être nous éclairer. Première hypothèse, M. Bisenyimana avait introduit dans les ordonnances normaux, il avait introduit aussi des faits que Mobutu n'avait pas vus. Et quand il a signé, parce que c'était une très grosse bêtise, vous allez vous en rendre compte. Donc, mais il l'a signé par la manipulation, par la filouterie. Vous allez vous en rendre compte dans cette séquence. Donc, l'article 2, au premier article alinéa D de cette loi de 1972, qui dit elles sont zaïrois au terme de l'article 5 de la Constitution, à la date du 30 juin 1960, toutes les personnes dont un des ascendants est ou a été membre d'une des tribus établies sur le territoire de la République du Zaïre dans ses limites du 15 novembre 1908 et telles que modifiées par les conventions ultérieures. Autrement dit, on fait un petit recul en histoire et on accorde la nationalité zaïroise à toutes les personnes qui ont été là, y compris les Rwandais, depuis 1908. Mais à l'article 15, cette loi énonçait que les personnes originaires du Rwanda-Urundi qui étaient établies dans la province du Kivu avant le 1er janvier 1950 et qui ont continué à résider depuis lors dans la République d'Isaïe jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente loi ont acquis la nationalité zaïroise à la date du 30 juin 1960. Donc, ils se sont sentis obligés de faire cette précision. Sauf que pour émettre une ordonnance de loi, le Parlement doit être en vacances. Or, Mobutu a émis cette ordonnance pendant qu'il y avait session parlementaire. Premièrement, c'est illégal. Alors, deuxième cause, c'est qu'il y avait des conditions pour la réalisation, pour que cet article soit effectif, ou pour la mise en œuvre. C'est-à-dire qu'il fallait qu'il y ait un recensement qu'on recense ces citoyens du Rwanda-Urundi. Ce recensement n'a jamais été fait. Donc du coup, la loi n'était pas applicable. Troisième raison, depuis longtemps, la nationalité congolaise a toujours été une et exclusive. Mais en juillet 1962, lorsque les Rwanda et les Burundi ont accédé à la souveraineté internationale, dans la constitution rwandaise, j'avais même l'article, je vais vous le retrouver, on a attribué la nationalité rwandaise à tous les Rwandais à l'étranger, y compris ceux qui étaient au Congo. Donc du coup, on attribue une nationalité aux personnes censées déjà avoir la nationalité congolaise. Cela prouve déjà que le gouvernement rwandais savait qu'il ne l'avait pas. Donc on leur a attribué illégalement la nationalité congolaise. Et pour accepter la nationalité rwandaise que leur constitution leur octroyait, normalement, si c'était congolais, il fallait expressément renoncer à la nationalité congolaise. Or, pour renoncer à une nationalité, il faut l'avoir. Ils étaient conscients qu'ils l'avaient. On aura déjà une autre preuve qu'ils n'avaient pas cette nationalité.
Alors, la troisième loi sur la nationalité congolaise, c'est la loi de 1981, portant le numéro 81002. Alors, l'article 4 de cette loi stipule, au terme de l'article 11 de la Constitution, la date du 30 juin 1960, toute personne dont un des ascendants est ou a été membre d'une des tribus établies sur le territoire de la République d'Isaïe, dans ses limites du 1er août 1885, on a encore reculé un peu plus loin, tel que modifié par les conventions subséquentes. Donc, cette loi de 1972, qui a attribué la nationalité congolaise globalement à tous les Rwandais, qui était d'ailleurs anticonstitutionnelle, n'est pas d'application parce que l'article déjà 15 de cette loi est anticonstitutionnel, parce qu'il dispose de la nationalité aux personnes ayant déjà une nationalité rwandaise. Cette loi n'a jamais exécuté car son application était subordonnée au recensement de la population rwandophone afin d'identifier les personnes visées par l'article 15 de la loi. C'est comme je vous l'ai dit tout à l'heure, donc on n'a jamais fait ce recensement. Et puis, comme c'était pendant la période où il y avait une session parlementaire, donc Mobutu n'avait pas le droit de gouverner par ordonnance loi. Du coup, ça tombait sous le coup de la loi. D'ailleurs, la session parlementaire d'après avait abrogé cette loi. Ce qui avait conduit les Rwandais de Kinshasa à aller à l'OUA pour aller réclamer la nationalité congolaise globalement. Ils ont écrit toute une longue lettre. J'avais même un extrait de cette lettre que j'avais reproduit quelque part. Si je les retrouve. Voilà. Donc, il y a un endroit, ils disent, grâce à notre influence grandissante dans le pays, certains de nos compatriotes occupent des postes de première importance. C'est ainsi, suite au soutien personnel de son Excellence Mobutu Sese Seko à cette époque-là, une loi sur la nationalité globale fut promulguée en 1972 et qui nous reconnaissait les droits à la citoyenneté zaïroise. Cette loi avait été abrogée, elle était anticonstitutionnelle, et voilà. Donc, ils n'ont évoqué que cette loi parce qu'ils savent que toutes les autres lois jouent en leur défaveur. Lorsque Kabila est arrivé, Laurent Désiré Kabila, au stade de martyr, lorsqu'il a prêté serment, ce n'était pas une constitution. C'était juste une loi qui complétait la constitution déjà existante. Donc, ça n'avait rien modifié par rapport à la loi. Et pour la constitution de Liège, la nationalité congolaise est toujours exclusive. Et ce problème de Rwandais n'a jamais été résolu. Je pense que vous avez eu à suivre les circonstances de ma présence ici. J'ai quitté Bukavu le 16 octobre et mon départ de Bukavu est symbolique. Comme vous le savez, depuis le 2 août 1998, des troupes rwandaises et ougandaises, actionnant certains Congolais, ont envahi, ont agressé notre pays en passant par les provinces du Nord et du Sud Kivu. Je me suis rendu compte après un temps, 2 mois et demi, que cette soi-disant rébellion, que ce mouvement appelé par les animateurs de libération n'en était pas. Oui, ça c'est évident, des massacres, il y en a eu. D'abord, à une échelle réduite, nous devons signaler que tous les officiers congolais qui étaient à Bukavu ont été lâchement assassinés. Je pense que c'était le 4 août à l'aéroport de Kavumu par les troupes rwandaises. Vous avez vous-même été témoin de ces faits ou bien on vous les a rapportés et cette information est authentique donc? Cette information est irréfutable. Les rebelles eux-mêmes pourraient la confirmer s'ils sont honnêtes et j'espère qu'ils le sont. Il y a eu aussi à grande échelle dans la chefferie de Luindi, chefferie de Luindi, ça c'est dans le territoire de Mwenga, des massacres qui ont coûté la vie à plus ou moins de 100 personnes. Les personnes qui ont été citées essentiellement, c'était notamment le chef l'épouse. Très bien, c'était des jeunes intellectuels qui avaient accepté d'aller vivre à la campagne pour redonner l'espoir aux villageois. Il y a eu des prêtres et des religieux. Can you stop, please? It's going inside. Des massacres, il y en a eu. And you love Je ne it. parle pas d'enlèvement, de ce qui se passe
dans la cité de Kira en face de Bujumbura, où des personnes ciblées sont tuées. Et donc on ne peut pas chercher à démontrer le contraire, c'est évident, des massacres. La question que je me pose, quand on tire dans le vagin, quand on met les couteaux dans le vagin, quand on met de bambou dans le vagin, c'est pour quel but? Et surtout lorsqu'on exige assez que la famille assiste à des choses comme ça. Je pense que, bon, ben, il faudrait que quelqu'un, peut-être un sociologue qui peut mieux comprendre, puisse moi me faire comprendre, mais j'aimerais que quelqu'un m'explique pourquoi. Et c'est que les femmes expliquent que ces viols avec violence sont motivés par une volonté délibérée d'exterminer les populations congolaises à la longue, parce qu'on sait qu'ici chez nous, en Afrique, quand vous voulez atteindre un homme, les hommes disent quand vous voulez l'atteindre, vous passez par sa femme. Alors si on a voulu atteindre les hommes, on est passé par les femmes. Et en passant par les femmes, on a détruit les tissus sociaux, on a détruit les tissus économiques. Parce que la femme représente la force de production chez nous, mais aussi l'élément de cohésion sociale chez nous. Tout est arrivé du Rwanda. Et ça, je n'ai pas peur de le dire parce que les acteurs du génocide ont utilisé cette arme. Et à partir des conflits qui ont ravagé la République démocratique du Congo, ce sont ces mêmes gens qui ont pratiqué ça, qui ont continué à le faire et qui ont contaminé les Congolais. Parce que si vous remontez dans l'histoire, ça n'a pas existé. Il y a 20 ans, ça n'a pas existé. Alors, nous disons, ce sont les pays voisins qui ont contaminé, ce sont les gens des pays voisins qui ont contaminé les Congolais. C'est vraiment quelque chose d'horrible. Vraiment, si cette barbarie n'est pas éradiquée, dans 10 ans, nous pensons que la société congolaise, particulièrement ici à l'Est, ne va plus exister. Dernièrement, j'ai assisté à une conférence où un représentant de l'Union européenne parlait du Congo comme l'Europe a déjà parlé du Congo comme de la capitale du viol, ou de Bukavu comme de la capitale du viol. Et dernièrement, ce représentant parlait de la culture du viol au Congo. Mais il semble que ces viols et ces mutilations se déroulent plutôt à l'est du Congo. On ne parle pas de viol à Mbandaka, à Kinshasa, à Gemena, Lubumbashi, nulle part ailleurs. Uniquement, cette culture, quelque part, elle est centrée quelque part dans l'est du Congo, à la frontière avec le Rwanda. Et ça, je voudrais le dire, c'est que le viol n'est pas dans la culture congolaise, n'est pas intrinsèque, on ne peut pas dire c'est une vieille coutume atavique, ce n'est pas vrai. C'est quelque chose qui est arrivé au Kivu dans la foulée du génocide au Rwanda. Le génocide 94... Ça veut dire quoi? Ce sont des Rwandais qui pratiqueraient plutôt ces viols? Qui ont amené cette pratique, parce que déjà le viol comme arme de guerre, ça a été pratiqué au Rwanda en 94 durant le génocide, et après, ces gens se sont transportés au Kivu et ont continué ces pratiques et ça s'est répandu comme une épidémie. Écoutez, j'ai un enregistrement en anglais sur cassette, sur une interview que M. Kagame a donnée à la BBC. Il dit qu'il n'a pas du tout de regret de ce qui s'est passé au Rwanda. Il n'a pas du tout de regret de ces 800 000, 500 000 ou même 1 million de personnes, comme certains le disent, qui sont morts. Il s'en fout. Vous comprenez? Donc, ce que j'ai dit à votre collègue, certaines personnes du FPR voulaient le pouvoir total, ne voulaient pas le partage, n'est-ce pas? Et pour qu'il y ait pouvoir total, il faut absolument que M. Habyarimana passe, parce qu'il était devenu un obstacle à ce pouvoir total. Et deuxièmement, il faut aussi que le FPR réalise que dans le rapport des forces, il est bien armé, il a des soutiens diplomatiques, ils ont la culture de mensonge. Donc, voilà, on le tue et puis on verra. Il va y avoir un génocide. D'ailleurs, s'ils réagissent en tuant, c'est bon. Puisque cette fois-ci, nous allons les accuser de génocide. Vous provoquez les événements et finalement, vous faites en même temps le pompier, en fait. Vous voyez l'expression. Donc là, je crois qu'on ne peut pas nier. D'abord, les gens n'ont pas de regret de ce qui s'est passé. Deuxièmement, les Tutsis qui étaient à l'intérieur du Rwanda ne sont pas des Tutsis qui sont venus de l'extérieur. La mentalité est tout à fait différente. Ils disent, si ils sont restés là, ceux qu'ils ont accepté le pouvoir ou tout d'or, qu'ils soient liquidés pour nous, bon, on va se laver les mains. J'accuse, tout comme les autres aussi,
que la personne qui a tué Habyarimana est la personne qui a déclenché ce génocide. Et comme tout le monde le sait, l'armée rwandaise, burundaise, sont des armées mono-ethniques. Et lorsque l'armée rwandaise est venue chez nous, on a vu une seule ethnie, Tutsi. Alors, si le peuple se défend contre l'agression de Tutsi, armée. Voyez-vous, que l'on dise on veut exterminer les Tutsis. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Les laisser liquider le peuple congolais physiquement, les laisser nous asservir comme ils ont fait chez eux, avec la majorité Hutu. Quand est-ce qu'on fera une différence entre les Tutsis armés, qui est dans les forces armées, et l'agresseur Tutsi, qui vient toujours armé, qui n'a jamais laissé des armes chez eux, pour venir au Congo en balade, et pour dire que les Tutsis sont venus chez nous en villégiature, alors il ne faut pas les affronter. Il ne faut pas confondre l'agression venue de l'extérieur et ce qu'ils appellent être la rébellion interne. Tout le monde sait que 3 semaines après que les agresseurs aient lancé leurs troupes sur notre territoire, ces envahisseurs parlaient encore moins de rebelles. Ce n'est qu'après qu'ils se sont rendus compte qu'ils ne peuvent pas renverser le gouvernement légitime du Congo après 3 semaines de résistance. Ils ont accouru à une tactique célèbre, vraiment ordinaire dans le monde politique, recruter beaucoup de farfelus un peu partout. Ils ont créé ce que maintenant on se trouve d'appeler une certaine rébellion. Comment j'ai mal géré la situation de réfugiés? Mais lorsque je décide avec mon gouvernement que tous les réfugiés devaient quitter le territoire de mon pays au plus tard le 31 décembre 1995, et que le président Mobutu me dit ce n'est pas comme ça, prend une position contraire, et je reçois de la communauté internationale le secrétaire général des Nations Unies, Boutros Ghali, le sous-secrétaire d'État américain, George Moose, le directeur pour Afrique, Rouchouro de la Sabrière, pour me dire, écoutez, non, il faut suivre la voie du président, il ne faut pas vous opposer au président sur ce chapitre. Alors que toute la population du Kivu avait mobilisé ses moyens de transport pour aider les réfugiés à rentrer. La vérité, c'est que la communauté internationale ne voulait pas, alors que la même communauté internationale, par 2 résolutions du Conseil de sécurité, a voté le déploiement de forces multinationales qui devaient constituer les couloirs de sécurité pour permettre aux réfugiés de rentrer dans leur pays dans la paix et la dignité. Cette même communauté internationale reviendra sans que les résolutions du Conseil de sécurité aient été démenties par d'autres résolutions, qu'on ne déploierait plus parce que le Rwanda venait de bombarder les camps des réfugiés et que tous les réfugiés sont rentrés, ne sont plus rentrés dans la paix et la dignité.
sont rentrés avec baïonnettes sur leur dos. Non. Le vrai problème se pose en ces termes-ci. Si les réfugiés étaient rentrés dans la paix et la dignité, que le secrétaire général Boutros Ghali ne cessait de répéter, ils allaient récupérer leurs biens, leurs maisons, et allaient exiger des élections. Et en vertu des dispositions de la Charte des Nations Unies, un homme, une voix, les Hutus allaient revenir au pouvoir. La communauté internationale, Kagame et son pouvoir ne voulaient pas cela. La communauté internationale a le génocide sur la conscience et devait se décharger de cette conscience, de ce génocide, d'une manière ou d'une autre. J'ai pris contact avec le secrétaire général par 2 fois à l'Assemblée nationale des Nations Unies de septembre 1994. J'ai été invité par le secrétaire général pour prendre part au Conseil de sécurité en 1995. Il avait été entendu que je devais convaincre le membre permanent du Conseil de sécurité pour qu'il donne de l'argent de façon à permettre que le réfugié militaire et civil séparés puisse être installé loin de la frontière, conformément à la Convention de Genève et à la Convention de l'ONU. J'ai montré les sites à la Commission des Nations Unies qui a été dépêchée auprès de moi. La Commission a visité les sites. Lukan, Irebu, Kongol. Mais lorsque la Commission a fait son devis, le secrétaire général a trouvé que c'était trop cher, on ne peut pas le faire. On n'a jamais séparé les militaires des civils. On les a laissés sur place. Je me pose une question. L'armée rwandaise ne dispose, ne dispose pas d'une force aérienne. Ni avion, ni pilote. Avec quoi a-t-on bombardé les camps de réfugiés? Qui a bombardé? Je sais qui a bombardé. Le moment n'est pas venu. Mais je renvoie ceux qui m'écouteront de lire le livre de Bernard Debré, Le retour du Mwami. Il est révélateur. Sachez que la guerre du Congo, c'est une guerre pas ethnique, c'est une guerre économique. Ça, on ne le dira jamais assez. Cette guerre économique a commencé bien avant l'époque où le président Mobutu était au pouvoir. Mais son aspect le plus idée, c'était en 1996. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Vers les années 70, on a remarqué qu'il y avait un grand mouvement de nationalisation des sociétés minières dans les pays africains. 1960, les indépendances, de 60 à 70 à peu près, les États ont nationalisé les sociétés. Après 70, lorsque les cours des matières premières ont commencé à baisser, il y a eu une très forte pression des institutions de Bretton Woods pour que les États africains payent leurs dettes. Et dans cette pression, on a obligé les États à privatiser, entre autres, les entreprises étatiques. C'est ainsi à privatiser, parce que c'était nationalisé vers les années 70. Donc, vers les années 90, on a commencé à privatiser les entreprises. C'était en réalité, si vous lisez certains documents, vous verrez que ces institutions-là étaient manipulées par des lobbyistes qui avaient intérêt à ce que les sociétés minières soient privatisées. Ça, c'est le premier enjeu. Le deuxième enjeu, c'est l'arrivée de la Chine dans le marché des matières premières. La Chine est un pays qui avait une croissance économique autour de 10%. C'est un grand pays hyper peuplé, c'est le cas aussi pour l'Inde. Débarquer brusquement dans le marché des mines a déstabilisé les marchés. Alors, des minéraux, pardon, a déstabilisé les marchés.
Je donne l'exemple, l'eau n'est pas vraiment un minerai comme tel. Mais un Américain utilise à peu près jusqu'à 280 litres d'eau minimum par jour. Un Chinois actuellement est autour de 60 à peu près. Donc si un Chinois se mettait à avoir la même consommation d'eau qu'un Américain, on aurait besoin de 3 planètes pour que l'eau nous suffise. Et dans les minéraux, on vit le même phénomène. La Chine, avec sa croissance économique, a débarqué et elle est grande consommatrice des minéraux et ça fait que le marché a été déstabilisé. Le troisième enjeu, ce sont les enjeux liés aux nouvelles technologies. Depuis qu'Internet a explosé, nous tous, dans nos poches, s'il n'y a pas un portable, on a un ordinateur portable. Si on n'a pas un ordinateur portable, on a un PC. Si on n'a pas un PC, on a un iPad. Si on a besoin d'une tablette. Si on n'a pas une tablette, c'est un écran plat. Il n'y a que ça. Alors, cette révolution des nouvelles technologies a fait grande pression des recherches des minéraux là, tels que les coltans, dont le Congo, ça vient de se modifier légèrement, détient 80% des réserves mondiales. Le 20% se trouve un peu en Australie, un peu au Brésil. Là, j'ai appris que le Canada vient d'en découvrir. Donc, la part du Congo diminue, mais le Congo détient quand même 80% des réserves mondiales. Ce qui fait que dans cette salle, il y a des matières premières qui viennent du Kivu. Déjà, j'ai des ordinateurs et tous les portables que nous avons dans nos poches. Et le dernier élément, le dernier enjeu, c'était la construction de la Station spatiale internationale. C'est une station spatiale qui demande beaucoup de minéraux rares. Une centaine de sociétés y participent. C'est un marché initialement estimé à 60 milliards de dollars. Là, ça a explosé, c'est presque le double. Et la plupart des minéraux dont on se sert pour la construction de cette station viennent du Congo. C'est ainsi que devant ces enjeux, tels que je viens de les citer, certains financiers dans les pays occidentaux, et notamment aux États-Unis, surtout dans les pays anglo-saxons, ont décidé de remodeler le monde. Alors, leur objectif, c'est quoi? C'est refaire une espèce de conférence de Berlin bis. La conférence de Berlin, ils ont départagé la Chine. Maintenant, les grandes forces financières internationales veulent remodeler le monde, faire des petits États faibles qui seraient juste des succursales multinationales. Des petits États qui ne valent rien du tout. Or, normalement, ils n'en ont même pas besoin. Un pays tel que la République démocratique du Congo, ça fait 2 345 409 km², 70 millions d'habitants. En 2006, le budget était d'1 milliard de dollars. Cette année, c'est 7 milliards. Comparé avec les liquidités que détient une société telle que Apple, 100 milliards. Cette société est plus puissante que la République démocratique du Congo. Je ne parle même pas de Google. Je n'ose même pas citer Facebook. Ils ont plus de liquidités que la République démocratique du Congo. Donc, si ces gens des multinationales avaient un peu de bonne volonté, ils n'ont pas besoin de démembrer les Congos pour provoquer tout ce qu'ils ont provoqué comme mort. On parle entre 5 millions et 8 millions de morts. Alors, ces sociétés-là, multinationales, avec des méga-fusions, deviennent de plus en plus énormes, de plus en plus puissantes. Tandis que les États sont de plus en plus faibles. Les États occidentaux, ce sont des engagés, ce sont les ONG qui les ont remplacés. Ils ont fait une expérience dans les Balkans, séparer un peu la Yougoslavie et tout ça. Ça marchait. Les Soudans, ça fait 30 ans qu'ils essaient de démembrer le Soudan. Pourquoi? Tout simplement parce que les Nord islamiques, avec des populations arabes, c'est-à-dire des gens qui ont une histoire millénaire, qui ont une tradition de lutte, ils allaient résister. Si vous mettez les Soudans ensemble et que vous agressez les Soudans, il y aura une espèce de solidarité de tous les pays arabes et musulmans pour défendre les Soudans. C'était plus simple de scinder les Soudans en deux. Le Sud-Soudan qui est extrêmement riche, avec des populations qu'on appelle animistes, donc plusieurs tribus, plusieurs ethnies, facilement contrôlables. Le Nord, où il y a un peu de pétrole, mais pas beaucoup, les laisser et ne pas s'en occuper de toutes les façons, on ne fait rien de spécial. Donc, après l'expérience du Soudan, il fallait passer au Congo, qui est le plus grand pays, 9 voisins, et essayer de les diviser. En 1996, la guerre commence officiellement.
c'est des rebelles. Banyamulenge, un terme aussi qui ne veut rien dire, parce que la colline de Mulenge se trouve au Congo, et les populations qui se trouvent sur cette colline, bon, on ne va pas rentrer sur le débat d'hier, donc cela ne veut rien dire. On voulait chasser le président Mobutu, le remplacer par quelqu'un d'autre qui serait au service des multinationales. Lorsqu'ils sont arrivés et qu'ils ont signé, l'AFDEL est arrivé au Congo, à l'Est, qu'ils ont signé un contrat minier publiquement à la télé, nous nous sommes rendus compte que ce n'était pas une guerre à caractère politique, mais derrière l'AFDEL, l'Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo, il y avait beaucoup de sociétés multinationales dont la plupart étaient immatriculées au Canada. N'allez pas chercher la raison, c'est tout simplement parce que le Canada, c'est un véritable paradis fiscal pour les sociétés minières. Donc la plupart des sociétés du monde, ils sont cotés à la bourse de Toronto. Et pour immatriculer une société minière au Canada, c'est facile de le faire ailleurs. Ce qui fait que beaucoup de sociétés américaines, britanniques, australiennes, sud-africaines sont immatriculées au Canada. C'est ainsi que nous nous sommes rendus compte que derrière ça, il y avait un certain nombre de sociétés. Il y avait la Barrick Gold Corporation au Canada. Il y avait l'Anglo-American Corporation, une société sud-africaine qui est la plus grande société minière au monde, hormis les sociétés pétrolières. Il y avait la société American Mineral Field, dont on va très largement parler ce soir, parce que c'est les nerfs de la guerre. Cette société est basée en Arkansas, dont le gouverneur c'était un certain monsieur Bill Clinton. Et dans son conseil d'administration, et parmi ses lobbyistes, nous avons George Bush, Brian Mulroney, Bill Clinton, et certaines autres personnes dont je vous citerai. C'est cette société qui est vraiment à la base de tous les malheurs du Congo. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans le sous-sol du Congo? On trouve le cuivre, un des plus gros producteurs du monde. Premier des producteurs du monde. Les manganèses, tous les minéraux que je vais citer, le Congo est toujours parmi les 5 plus gros producteurs du monde. Le cuivre, les cobalt, les manganèses, l'uranium, l'étain, l'or, les diamants, les tungstènes, les coltans, les zinc, les germanium, le plomb, le fer, l'argent, le bauxite, le niobium, le pétrole arrive, et j'ajoute les gaz métal, puisque nous avons le plus grande réserve du monde dans les lacs Albert. Donc c'est un véritable scandale géologique. Selon certains auteurs, on qualifie le Congo dans le trio des têtes des pays les plus riches du monde potentiellement. Dans certains ouvrages, on parle du Canada, de la Russie et du Congo. Dans d'autres, on parle du Canada, du Brésil et du Congo. La plupart des ouvrages que j'ai consultés, les Congo viennent toujours en troisième position. C'est un véritable scandale géologique. On a tout. À part cela, nous avons la deuxième plus grande réserve de forêt au monde appelée l'Amazonie. Donc le poumon de la planète. Après l'Amazonie, c'est le Congo. Nous avons le seul fleuve au monde, le deuxième après l'Amazonie, et le seul fleuve au monde à avoir un régime régulier. C'est 45 000 mètres cubes par seconde sur l'océan Atlantique, et ça ne varie pas parce que c'est le seul fleuve qui est des deux côtés de l'équateur. C'est-à-dire, lorsque c'est la saison sèche au nord, c'est la saison de pluie au sud, et vice-versa. Ce qui fait que, contrairement à l'Amazonie qui peut faire 143 000 mètres cubes par seconde sur l'océan, et pendant certaines périodes, et ça peut baisser jusqu'à 30 000. Parce que l'Amazone se trouve d'un seul côté de l'équateur, ce qui n'est pas le cas pour le fleuve. Donc, c'est aussi un des rares pays où vous mangez une orange, vous jetez une graine, vous repassez 2 jours après, ça pousse. Pas besoin d'engrais chimiques. C'est le seul pays au monde, parce que le lac Tanganyika, c'est le lac le plus poissonné au monde, c'est le seul pays au monde où les poissons meurent de vieillesse, pendant que la population à côté meurt de faim. Contradiction. Donc, lorsque la guerre a commencé, on se rend compte que derrière l'AFDEL, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y avait beaucoup de sociétés. Surtout la consolidation Eurocan Venture du Landing Group, un grand groupe canadien, la Barrick Gold Corporation, l'Anglo-American Corporation et l'American Mineral Field. Alors, il y a eu un contrat, l'Empire a été créé en 1995 comme instrument de la volonté de domination
des financiers occidentaux, surtout d'assouvir en RDC les desseins des sociétés américaines dont les dirigeants participent aux grands enjeux stratégiques mondiaux en rapport avec les sciences, la technologie, les finances, l'industrie et la politique. Donc, juste avant la chute de Mobutu, la Consolidate dont je viens de parler avait signé avec le gouvernement Kengo. Kengo, c'est un premier ministre congolais. Il est très adulé par les milieux financiers internationaux. Il avait signé un accord avec cette société dont je vous parle, un accord juste pendant qu'il y avait la guerre à l'Est. Et les films sud-africaines, Gencor et Escor, étaient sur la course pour signer les mêmes accords, mais il s'est fait malheureusement pour eux que c'était cette société canadienne qui a remporté la mise. Alors en 1997, dès la prise de Kisangani, Kisangani c'est la troisième ville du Congo. La première c'est Kinshasa, 12 millions d'habitants, la deuxième c'est Lubumbashi, adulé des Occidentaux parce que c'est un climat un peu tempéré, et la troisième c'est Kisangani, où les armées rwandaises et ougandaises se sont bâties. Des armées étrangères se battent dans un pays étranger pour des matières premières, au vu et au su des casques sans que personne ne réagisse. Donc, lorsque la ville de Kisangani a été prise, l'American Mineral Field installe un bureau à Goma. Alors, ce bureau avait pour but que l'American Mineral Field prenne contact officiellement avec les autorités de l'AFDEL qui menaient une rébellion au Congo. Pourquoi je dis officiellement? Parce qu'il y a beaucoup de documents qui soupçonnent l'American Mineral Field d'avoir fourni les missiles et tout, d'avoir participé au fait à l'assassinat du président rwandais et burundais qui avait conduit au génocide rwandais. Donc on le soupçonne, ils avaient déjà des dessins sur le Congo. Donc quand j'ai dit prendre contact officiellement, parce qu'ils avaient déjà des contacts, mais là ils se sont installés, la concurrence était rude, il fallait négocier au plus sérieux. Alors qu'est-ce qui a favorisé le contact entre l'American Mineral Field et les autorités de l'AFDEL? C'est un certain colonel, ex-colonel belge, Willy Malan, qui a été colonel du son conseil militaire de Mobutu, qui, juste vers la fin, bascule de l'autre côté, devient conseiller militaire de l'alliance, de l'AFDEL. Donc c'est lui qui a favorisé ce contact-là. Alors, les rapports à l'époque étaient assez chauds entre l'American Mineral Field et l'anglo-américain, puisque l'anglo-américain aussi avait divisé sur les minéraux congolais. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'on avait quand même remarqué qu'il y avait des liens suspects ou qu'on ne comprenait pas bien entre l'AMFI, donc l'American Mineral Field, et l'anglo-américain, dans ce sens que 4 dirigeants de l'anglo-américain ont travaillé pour l'American Mineral Field. Parmi ces dirigeants, de toutes les façons, je vous cite leurs noms, il y avait Michael McMillan, Simon Bromley, Bernard Vavala et Stéphane Malouf. Donc c'est des gens qui vont d'un côté vers l'autre parce qu'ils ont des patrons, des lobbyistes qui dictent leur volonté. Vous quittez l'anglo-américain, vous pensez pouvoir échapper à certaines personnes. Lorsque vous allez du côté de l'American Mineral Field, derrière ce sont les mêmes patrons. Lorsque vous quittez l'American Mineral Field pour aller vers la Barrick Gold, derrière vous aurez toujours le même patron. Et lorsque vous quittez la Barrick Gold pour l'American Diamond Buyers, derrière vous retrouvez toujours le même patron. Donc l'affaire était bien boutiquée. L'affaire était bien boutiquée et bien bloquée. Donc cette société qui est en Arkansas a fait beaucoup de dégâts au Congolais. Lorsque la guerre, ils sont arrivés à Kinshasa, d'abord, Kabila n'était pas président, il signe des accords avec lui. C'était illégal. Donc, lorsqu'il arrive au pouvoir, il entérine les accords qu'il a signés en tant que rebelle. Mais lorsqu'il a chassé l'armée rwandaise, qui avait reçu des garanties de l'American Mineral Field, qu'eux, ils vont avoir les minéraux du Congo, mais les Rwandais vont avoir une partie du territoire congolais par rapport aux accords de l'Émirat, la deuxième guerre du Congo va repartir le 2 août, qu'on avait appelé une guerre mondiale africaine parce qu'il y a eu beaucoup de pays africains qui étaient impliqués dans cette guerre. Alors, pour la deuxième guerre, juste vous signaler que Kabila a fait appel au Zimbabwe, à l'Angola et à la Namibie pour protéger le Congo. Mais comment a-t-il fait appel au Zimbabwe? En fait, il y a une société minière zimbabwéenne qui appartient à un monsieur qu'on appelle Rofenbach, qui avait une société qui s'appelle aux Vierges. Le fils de ce monsieur, qui se prénomme Willy, a travaillé au comité de réduction de la stabilité de la société minière du Congo. C'est ainsi que les Zimbabwe s'est fait retrouver au Congo.
D'un côté, nous avions les Zimbabwe, l'Angola et la Namibie. De l'autre côté, on avait le Burundi, l'Ouganda et le Rwanda. Le pays était divisé en deux. Le camp rwandais occupait 55% du territoire et l'autre camp occupait 40%.